Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. Un podcast pour faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui nous ont touchés et inspirés. Moi, je suis Fred Flech, un des collègues de Laura au sein d'IAPLUCA. Je suis passionné d'innovation, de facilitation et de prise de parole en public. Et aujourd'hui, j'ai emprunté le micro de Laura pour vous inviter à faire la connaissance de Simon Boypa, que je connais depuis maintenant 7-8 ans et que je trouve très inspirant. Simon, il est étudiant au sein de Grenoble École Management et il est licencié au club d'athlé de Cergy-Pontoise, le ACPA. Il est également fraîchement médaillé de bronze avec le relais français du 4x400 lors des championnats d'Europe d'athlétisme qui ont eu lieu à Munich en août dernier. Simon, je le trouve très inspirant car il a fait preuve de résilience durant ces 5 dernières années et a enfin abaissé son chrono sur sa discipline de prédilection qui est le 400 mètres. Et puis, son histoire illustre bien l'importance du collectif pour atteindre ses objectifs individuels dans le sport de haut niveau. Alors avec Simon, on va évoquer ses années de galère. La pire saison de ces 5 dernières années. En termes de chrono, ça a été vraiment ma pire saison. On va évoquer également les récompenses qui arrivent enfin après toutes ces années d'entraînement. Et en fait, je me souviens quand je vois le chrono, je fonds en larmes. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 5 ans qui s'effaçaient, quoi. Et on va évoquer l'importance des collectifs qui l'accompagnent. C'est un groupe d'entraînement que j'apprécie et c'est mes amis aujourd'hui, en fait, avant tout. Comme vous l'entendrez, j'ai trouvé vraiment ça cool d'interviewer Simon et j'espère que vous allez également kiffer. Bonne écoute et sans plus attendre, on va donner le départ de l'interview de Mr Simon Boypa, l'un des hommes les plus rapides de France. Bienvenue Simon. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là et hâte de vous faire découvrir une partie de mon histoire. Simon, je vais commencer d'abord par quelques questions pour que les personnes qui nous écoutent puissent mieux te connaître. Et par rapport à ta relation avec le sport, toi, tu faisais quoi avant de pratiquer l'athlétisme ? Alors, j'ai pratiqué différents sports. Le premier, ça a été le football, je pense, comme un peu tous les enfants. Ensuite, derrière, je suis parti au tennis. J'en ai fait 2 ans. Et ensuite, je suis parti au tennis de table. Et après, j'ai basculé à l'athlétisme. Ok. Et la bascule, tu l'as fait à quel moment ? La bascule, je l'ai fait en cinquième. Donc je devais avoir 12 ans quand j'ai commencé l'athlé. Mais pendant 2 ans, j'ai continué à faire athlé et tennis de table. Et ensuite, juste après, en quatrième, j'ai décidé de faire que de l'athlétisme. Donc c'est à quoi 14 ans à peu près. J'ai décidé de faire que ça et voilà. Toi, ta dose d'entraînement, elle est de combien par semaine ? Aujourd'hui, Ouais. ouais, aujourd'hui, j'ai augmenté la dose, on va dire. On va dire que je suis sur 10 séances par semaine. Donc je m'entraîne tous les jours. Et il y a des jours où je vais m'entraîner 2 fois par jour. Donc en général, ça va être 3 fois dans la semaine où je vais m'entraîner 2 fois par jour. Après, je peux te donner un volume horaire, ça sera peut-être plus représentatif. On est à peu près sur du 20 heures d'entraînement semaine. Et dans ces 20 heures-là, je compte pas tous les à côté. C'est-à-dire que ça soit soin de récupération, que ça soit aller chez son kiné, aller chez l'ostéo, euh, préparer, par exemple, je sais pas, enfin se mettre dans des bottes de compression, tous ces éléments-là, que ce soit même les bains froids et tout, c'est pas compris dans les 20 heures. Donc je pense que ça rajoute bien 4-5 heures de taf en plus. Donc on est sur du 25 heures, je pense. Ok. Et en même temps, tu fais coexister des études à Grenoble École Management. C'est c'est combien d'heures Grenoble École Management par semaine ? Par semaine, on va dire en termes de cours, on est sur un volume horaire, on va dire de 10 heures sur la semaine. De cours, on va dire, où on échange avec les profs, etc. Mais nous, on fonctionne uniquement en asynchrone. Ça veut dire que moi, je vais voir tout le cours avant, je vais faire les exos, etc. Et ensuite, quand je vais voir les profs, bah, ça sera uniquement pour corriger les exercices et voir si on a des questions bien précises. Donc, je pense qu'on est sur un volume à peu près de 20 heures à peu près semaine, peut-être un petit peu moins de 20 heures. Ok.
Ouais, félicitations, hein, parce que ça doit être chaud de faire les 2 en parallèle et j'avais noté sur LinkedIn une remarque très sympa, d'un monsieur qui s'appelle Marc Mingoya, donc qui disait de toi, voilà: «Simon, c'est un athlète de très haut niveau, mais aussi un vrai étudiant qui assiste à tous les cours, fait tous les travaux, passe et réussit tous les examens». Il te disait donc: «Tu peux être fier de toi, tes parents peuvent être fiers de toi et j'encourage le réseau à t'accompagner jusqu'à ton rêve ultime et que tu sois sur la ligne de départ du Stade de France pour, Paris 2024» et il te disait bravo. Et Marc Mingoya, c'est qui exactement? Marc Mingoya, c'est un prof que j'ai eu, en dernière année de licence, à la Sports Management School. OK. Donc j'avais pas d'horaire aménagé en tant que sportif de haut niveau. Les cours, ils étaient à la Villette, donc pour imaginer un peu, c'est à 1 heure et demie en transport de chez moi, aller. Donc c'était assez sport, c'était des grosses, journées où j'étais aussi en alternance et c'est un des seuls profs qui a su comprendre, mon double projet aussi à l'époque et qui, par exemple, bah, bien voulu me laisser partir 15 minutes plus tôt pour que j'arrive à choper le RER et être, à peu près à l'heure, à l'entraînement, à l'autre bout de l'Île-de-France. Donc je le remercie pour ça. Donc voilà, c'est une personne qui a aussi participé, à ma réussite et qui a cru en mon projet, dès le début. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah, encore merci à lui et puis, ouais, il a aussi tendu la perche aux autres, en tout cas pour t'accompagner. C'est super sympa et donc on parle de Grenoble École Management. C'est quoi le cursus que tu suis, à GEM? Alors à GEM, je suis un cursus qui est un petit peu particulier. En fait, c'est le programme grande école, classique, mais je suis uniquement avec des sportifs de haut niveau dans ma promotion. Donc on a à peu près une vingtaine. Donc c'est soit des sportifs de haut niveau qui sont en carrière ou qui sont en reconversion professionnelle. De tous les sports, que ça soit du rugby, du judo, de l'athlé, même du golf, et OK. cetera. Donc c'est assez marrant et la spécificité de Grenoble École de Management, c'est que tous les cours sont à distance. Donc on se voit que en visio, on va dire, mais ça fonctionne assez bien parce que c'est super flexible, en termes d'horaire et cetera et on peut s'entraîner. Donc c'est ça qui est cool. Et il y a une grosse différence avec ce cursus normal? Ah ouais, tu disais c'est principalement à distance? Ouais, c'est ça c'est à distance et surtout la aussi une des grosses différences, c'est que en termes de volume horaire, comme j'ai pu de le citer précédemment, c'est que moi on peut étaler son master. Ça veut dire que, on fait un master 1, on va dire, sur 2 ans. On étale à chaque fois, c'est comme si sur une année, scolaire classique, on passait un semestre. Du coup, ça enlève quand même, une charge de travail et une pression supplémentaire. OK. Et il y a beaucoup d'autres écoles qui proposent ça, Il y a des écoles, qui proposent ça, je pense à l'EM Lyon aussi, école de commerce qui OK, propose ça, il y a aussi, l'INSA, je crois qui est une école d'ingénieurs OK. qui propose il y a Dauphine, qui propose ça, donc il y a quelques écoles qui proposent ça. Ça a tendance à se démocratiser, à changer un petit peu, mais après c'est mon avis, mais je pense qu'il y en a trop peu aujourd'hui pour, les sportifs de haut niveau ou les gens qui ont du talent, que ça soit artistes, et cetera. Ça devrait plus se développer selon moi. OK. Alors maintenant, on va faire une petite, ce que j'ai envie de faire, c'est revoir la frise chronologique en tout cas de ton parcours, sportif, surtout par rapport aux 400 mètres. Et donc j'aimerais repartir, de 2017. Donc tu avais en 2017, tu devais avoir, 18 ans, c'est C'est ça ça? exactement. Et en 2017, tu abaisses ton record à 47,23 pour faire 400 mètres, c'est-à-dire le tour de piste. J'invite, hein, celles et ceux qui ne se rendent pas compte à un moment à, bah, déjà s'échauffer pendant 30 minutes, faire des petites accels et essayer de courir le plus vite possible ce tour de piste et là, voilà, elles verront, les personnes se rendront compte que 47,23 c'est déjà énorme et donc on est en 2017, tu as 18 ans, tu t'abaisses ton record en 47,23 et ensuite vient donc la saison 2017-2018. On est en septembre 2017. C'est quoi tes nouveaux objectifs?
Mes nouveaux objectifs, c'est de passer la barre des 47 secondes. Ouais. À ce moment-là, c'est ce que je me dis. Surtout que j'étais un peu frustré, de la saison d'avant. Certes, j'avais fait mon record, mais le jour des championnats de France, je m'étais raté et résultat, j'étais pas parti en équipe de France. Alors il me semble qu'à l'époque, c'était les championnats d'Europe et je sais que ça m'avait fait mal. Ça a été compliqué et du coup, j'ai entamé vraiment la saison en me disant, c'est un nouveau départ. En plus, je partais pour des nouvelles études, j'avais eu mon bac en poche, etc. Donc, j'allais découvrir la vie étudiante et tout. Donc, j'étais vraiment déterminé à y aller et à passer cette barre des 47 secondes. Ok. Donc on arrive, la saison 2017-2018 se passe sans nouveau record. Donc on arrive en juillet 2018, il y a pas de nouveau record à la clé. Tu arrives à l'expliquer comment? Je l'explique d'une manière très simple. C'est que quand je reviens de stage, donc à l'époque, j'étais parti en stage au mois d'avril à Rimini, stage d'entraînement pendant une dizaine de jours à peu près. Et quand je suis revenu de ce stage-là, j'ai fait une séance de 120 mètres et mon psoas, il a commencé à tirer et j'ai dû m'arrêter pendant 2 semaines et j'ai jamais réussi à retrouver la forme que j'avais eue pendant ce stage-là et pourtant tous les voyants étaient au vert pour que ça se passe très bien parce que je faisais des meilleurs chronos à l'entraînement et cetera. Donc voilà, je l'explique comme ça. Après, pour moi, la saison, elle était pas non plus ratée parce que j'avais fait quand même une finale au championnat de France, junior. Je crois que je finis 7e cette année-là. Voilà, pareil, comme je m'étais, fait mal et cetera, j'avais pas pu participer au meeting de sélection, pour les championnats du monde. Donc je me suis dit: «Ah, encore une année, sans sélection, sans record» et ouais, ça a été assez compliqué à gérer. Ok. Donc on arrive septembre 2018 pour la nouvelle saison. Euh, Bah, c'est quoi tes objectifs? Septembre 2018, je suis un petit peu énervé, on va dire, des 2 précédentes saisons et je me dis, bon, cette année, j'essaye de repartir sur de bonnes bases. Hem, J'essaye j'avais même pas fait 47, de la saison d'avant et du coup, cette saison-là, je me dis: «Bon, si je fais 47 déjà, ça sera bien. Me rapprocher de mon record, déjà, ça sera plus que correct». L'objectif, c'était juste celui-là. Ok. Et tu avais prévu de changer quelque chose par rapport à cet objectif ou... Non, parce que j'avais pas prévu de changer des choses, particulières. Parce que comme je le disais avant, comme je m'étais blessé, la saison d'avant, pour moi, c'était la raison valable. Donc, la raison qui faisait que j'avais pas réussi à perfer, pardon. Donc voilà, je dis: «Je ne change pas». Je reste sur ma ligne de conduite, les mêmes entraînements, tout pareil. En plus, j'avais trouvé, à l'époque, je m'en souviens, une alternance qui était pas, très loin du stade, à 10-15 minutes. Donc c'était parfait. Donc, je me Ok. dis: «Tous les voyants sont au vert». Et donc la saison se passe, juillet 2019, donc la saison se termine, sans avoir abaissé ton temps. Donc j'imagine une grosse déception et tu arrives à l'expliquer. À l'heure actuelle, je suis même incapable de l'expliquer, tu vois? Parce que je m'étais entraîné vraiment vraiment dur, vraiment bien, et ça a été la pire saison de ces cinq dernières années. En termes de chrono, ça a été vraiment ma pire saison, hein. Je crois que je galérais à refaire, sous les 49, je crois que Ok. j'avais fait 48,6 cette saison-là, vraiment, vraiment à fond. Je me fais éliminer dès les séries au championnat de France, vraiment je me dis: «Mais ça va pas». À la Ouais. fin de cette saison-là, vraiment je me dis: «Ça va pas» Ok. et c'était compliqué. Je me souviens, ça a vraiment été compliqué. Donc du coup, toi, justement, comment tu arrives à bah, te projeter sur la prochaine saison? Ça a ça a été simple, je suis allé voir mon coach de l'époque et je lui ai dit, heu: «Est-ce que tu es encore capable de m'accompagner? Est-ce que tu penses que je suis encore capable de t'écouter? Est-ce que tu penses pas que la confiance elle est brisée? Est-ce que j'ai tout fait bien?» Je commence à me remettre en question.
Je me souviens à l'époque, je lui avais même dit: «Écoute, je pense à partir, je ne sais pas où encore, je ne sais pas comment». Lui, à cette époque-là, trouve les mots justes, et je l'en remercie d'ailleurs pour ça. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là où on décide tous les 2 de radicalement changer ce qu'on avait l'habitude, de faire. Et donc, je passe, un été, je coupe, 1 mois et demi, 2 mois sans faire de sport du tout, du tout. Et là, je me dis que la saison prochaine, ça sera la bonne. Et, et t'as changé ouais, quelque chose pour trouver de l'énergie et de la motivation, justement? Ouais, j'ai changé quelque chose, ça veut dire que plus en termes d'entraînement, plutôt technique et cetera, les choses qu'on a changé, c'est avant, par exemple, je faisais jamais de mobilisation. Ça veut dire, c'est un peu comme du yoga, en fait, en début de séance pour réveiller son corps et cetera. Parce qu'on a assis toute la journée, on a des modes de vie, bah, on est un peu sédentaire, voire trop sédentaire. Donc avant de commencer une séance et demander à son corps de courir à fond, bah, voilà, faut le délier, voilà, faut le mobiliser, donc d'où le mot. Et ensuite après derrière, j'ai mis en place, du renforcement musculaire à chaque séance. Ce que je ne faisais pas avant. Et les choses se passent bien de ce point de vue-là, c'est ce que j'avais décidé de changer. Et en fait, au niveau mental, je m'étais dit, je courais plutôt avec la rage de me dire, «Purée, j'ai déjà fait des médailles chez les jeunes, j'ai déjà fait des sélections, chez les jeunes et là, j'arrive pas à transformer». Fallait que à ce moment-là, je me dis: «Faut que je prouve aux autres», pas à moi-même, hein. Faut que je prouve aux autres que je suis encore là. Voilà, c'était ça, ma motivation à l'époque. Ok. Donc on arrive, on va entamer la saison 2019-2020. Ton objectif en septembre 2019? Mon objectif en septembre 2019, je m'en souviens très, très bien, c'était d'être régulier en 47 secondes. C'est ce qu'on avait déterminé. On avait dit: «Si on fait pas de record, c'est pas très grave, mais si on est régulier, c'est bon». On aura rempli le contrat. L'objectif, c'était celui-là. Et donc, on arrive en juillet 2020. Donc la saison 2019-2020 se termine, sans avoir encore abaissé ton temps. Moi, je vois ça sous l'objectif des records, parce que je fais que de la lecture. Toi, tu le vois peut-être autrement. Donc moi, ma question, c'est juste, tu arrives à expliquer le fait que tu n'es pas encore, soit pas passé sous ton record? Alors ouais, je t'explique et très, très simplement, déjà là, il faut savoir que la saison 2019-2020, c'est vraiment le tournant de, tout ce qui m'est arrivé sur cette année 2022. C'est-à-dire que quand je fais 2019-2020, en décembre, je fais mon record en salle sur 400 mètres, que je n'avais pas fait depuis, bah, 3-4 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc déjà, c'était un poids qui s'enlevait. Je faisais la cinquième meilleure perf espoir, je crois, de l'année en salle. Donc je me dis: «Ça y est, je reviens» et comme j'avais dit, mon objectif, c'était de prouver aux autres surtout que j'étais encore là. Arrive janvier 2020 du coup, heu, mon coach se fait suspendre par la fédé. Hem, Ça a été très compliqué. Très compliqué pour moi, parce que c'était une personne que j'appréciais énormément, que j'estimais beaucoup. Et voilà, malheureusement, notre collaboration a dû s'arrêter contre mon gré. Et je vais jusqu'au championnat de France, donc qui ont lieu en février, en m'entraînant tout seul, en ayant un de mes meilleurs amis, Thomas Castillo, qui prenait mes chronos en séance. Ça m'est arrivé plus d'une fois de m'effondrer en séance et de me dire, «Purée, je vais pas m'en sortir», je trouvais pas de solution et cetera. Et je vais au championnat de France, je suis le premier pas pris en finale, en salle. Donc pourtant je fais quelque chose qui est pas mal, hein. Je crois que je suis à 2-3 dixièmes de mon record en salle, donc je me dis,
Je me dis: «Ça va au vu des conditions» et derrière je décide de partir, j'avais fait des démarches pour avoir, d'autres clubs et cetera et de fil en aiguille, je tombe à Cergy-Pontoise et donc je pars après les championnats de France. Je fais une semaine de coupure, je crois, à peu près. Ensuite, je vais à Cergy, 3 semaines d'entraînement, confinement à cause du covid Mmh. et là, c'est dur, c'est que c'est compliqué. Je me dis, «Bon, bah, je sais pas trop comment ça va se passer». Le confinement se finit, et après c'est s'habituer à une nouvelle méthode d'entraînement, un nouveau départ, un nouveau groupe, des nouvelles choses. On va dire, c'est un peu le après Covid, comme on en a beaucoup entendu parler, Ouais. dans les médias et voilà. Je fais pas mon record, certes, mais je vais au championnat de France cette année-là, élite. Je me fais sortir en série. Je me dis que c'est pas grave parce que, j'avais quand même fait mieux que la saison précédente malgré le confinement, Ouais. mon coach que je n'avais plus, une nouvelle méthode d'entraînement. Donc je me dis que de toute façon c'est une réussite et voilà, donc là on arrive, fin août 2020. OK. Et donc, fin août 2020, donc ça veut dire, nouvelle saison encore à entamer, la saison 2020-2021. Même question, on est en septembre 2020. Bah, c'est quoi tes objectifs? Mes objectifs, on va dire, à ce moment-là, je m'en souviens, c'était mon coach du coup actuel, Philippe Favreau, qui me dit, je pense qu'il faut tu oublies la personne que tu étais, tout simplement et que tu recours avec de la folie, que tu réapprennes à t'entraîner, que tu réapprennes à aimer l'athlé et je me dis tout simplement, «Faut que je fasse moins de 48». Juste, psychologiquement, que j'arrive à recasser cette barrière que j'avais pas cassée, depuis 3 ans maintenant, je crois, si je Mmh. dis pas de bêtises et je me dis: «Allez, c'est parti, on va le faire», et du coup, j'entame l'année comme ça. Ça y est, la saison, elle commence. Ça a été compliqué, je fais un mois d'entraînement, confinement acte 2 en octobre. Ouais. Je me dis, compliqué. Derrière, on arrive, en novembre. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est des couvre-feux qui se mettent en place, avec uniquement les sportifs de haut niveau qui peuvent s'entraîner, dans des salles ou avoir accès à des gymnases et cetera. À cette période-là, j'étais plus sur liste ministérielle, donc je ne pouvais pas avoir accès, par exemple, à mon stade le soir et cetera. Donc je me mets à courir très tôt le matin, à m'entraîner le midi, à faire de la muscu dehors sous -4 de parfois, et cetera. Mais par contre, je suis déterminé et je me dis, «Quoi qu'il arrive, je ferai moins de 48 cette saison». Donc voilà, la saison se passe, je fais et j'arrive à faire moins de 48. Je le fais. Je refais même une finale au championnat de France, espoir cette année-là. Donc je me dis, «Allez, c'est peut-être le début de quelque chose, qui se passe, où je reviens» et je fais troisième cette année-là au championnat de France Open. Donc on va dire c'est l'équivalent de la Ligue 2 au foot à peu près. Ouais. Donc je fais troisième, mais pour moi ça me libère parce que, je me dis, «Je suis pas mort, quoi» et je finis la saison sur une bonne note où je refais 47 en plus, plusieurs fois dans la saison et tout. Donc l'objectif était atteint et voilà, après je pars en vacances, je m'en souviens. Je pars en vacances et je me dis, «Je serai prêt pour la saison d'après». OK, C'est tout ce que je me dis. cool. Et bah, justement, la saison d'après, on arrive en septembre 2021 pour aborder la saison 2021-2022. Même question, on est en septembre 2021. Monsieur Simon Boypa, c'est quoi ses objectifs? Les objectifs de Sim Boypa en septembre 2020, 21, heu, il était très simple. Il y en avait qu'un seul, c'était de faire moins de 47 secondes et je m'en souviendrai, la première personne à qui je l'ai dit que j'allais le faire,
C'était ma copine, on était sur le bord de la plage et je lui dis, «Cette année, je mets tout en place pour faire ça et je ne vois pas et je ne laisserai pas la place au hasard et cetera, mais je ferai moins de 47, secondes» et en fait, je deviens obstiné par ça. Mais vraiment, buté, je ne pense qu'à ça. Ça veut dire que je me lève le matin, je me dis: «Aujourd'hui, je fais tout pour faire 46». C'est la seule chose, qui m'importe. Et tu te lèves avec cet objectif en tête, faire moins de 47 Ouais. dans les 46. Du coup, tu as prévu quand même de changer des choses pour justement atteindre cet objectif. Ouais, j'ai prévu de changer pas mal de choses. Bah, comme je dis déjà, j'avais changé, mes études la saison d'avant, où j'avais commencé ma première année à Grenoble. Là, du coup, je poursuivais, j'avais déjà pris mes marques. Donc je savais que j'allais avoir du temps, que je pouvais m'organiser. J'étais dans l'espoir que le Covid, nous laisse, aussi un peu tranquilles et ça a été le cas. Hem, Ensuite, ce que j'ai changé, tout l'été, j'avais fait, un programme de prépa mentale. J'avais suivi, le programme de Pierre David Oz, que je remercie, d'ailleurs, d'avoir mis en place ce programme où tout simplement, en fait, j'ai pu prendre conscience que tout à l'heure je disais, fallait que je prouve aux autres, et cetera et en fait, là, j'ai changé ma vision. Pour moi, maintenant, le plus important, c'était d'avancer de quelques millimètres vers mon rêve et de devenir une personne meilleure, chaque jour et de chaque jour faire en sorte que je me rapproche de mon objectif court, moyen, long terme et ça a vraiment fait basculer, ma vision des choses et je pense que c'est grâce à ce programme-là que je deviens vraiment, que j'étais obstiné, en fait, sur cet objectif-là. Ça, c'est la première chose que j'ai changé et il y a aussi une chose que j'ai changée, mais ça arrive un peu plus tard dans la saison, vers décembre, Mm. où là, je fais appel vraiment à une prépa mentale avec un un suivi, presque hebdomadaire et après derrière, je mets aussi en place un suivi nutritionniste, au mois de mars et donc ouais, toutes ces petites choses-là font que ça bascule. En tout cas, c'est ça que j'essaie de changer. Et, et tu t'entoures de ces personnes. Il y a eu, parce qu'on arrive, on est en décembre, je sais pas si c'est en décembre, en tout cas en mi-année, je pense que c'est les championnats en Mmh. salle Mmh. de 400. Tu les vis comment ces championnats en salle? Je les vis je les vis super mal. J'avais fait mon record en salle, donc je Mm. l'avais encore abaissé, hein. J'avais fait, quasiment une demi-seconde de mieux, j'avais presque fait 40, j'avais fait 48, 10 je crois en salle, quelque chose comme ça. Donc très bien parce que si vous avez bien suivi depuis le début, c'était très compliqué, même d'arriver à refaire 48-0 ou d'arriver, à faire un gros 47. Donc déjà l'objectif était atteint. Plus que ça, il était atteint par rapport à la saison en salle. Mais je passe en finale, des nationaux et je finis, avant-dernier, je crois et je le vis hyper mal parce que je vois, mon pote d'entraînement avec qui je m'entraîne tous les jours, qui lui gagne cette finale. Donc j'étais super content pour lui et cetera. Mais je voyais qu'à l'entraînement, il y avait rien qui nous séparait, en fait et que même parfois, bah, j'étais devant, parfois lui était devant et cetera. Mais j'avais craqué psychologiquement. Je me suis rendu compte après que j'étais en carence, alimentaire et cetera. J'avais un rythme de vie de fou parce que j'étais en stage à l'INSEP, donc je faisais mon 35 heures à l'INSEP. Plus je m'entraînais tout seul. Quand je dis tout seul, j'avais mon plan d'entraînement, mais j'étais sans mon groupe d'entraînement, Mm. que je ne voyais que le week-end. Hem Et en plus de ça, bah, j'avais les cours, quoi. Il fallait que donc j'assure sur tous ces points-là. Donc ça a été très compliqué à vivre parce que j'ai réussi sur tous les points, tous les objectifs que je m'étais fixés pour cette saison en salle, mais j'avais pas réussi à transformer la chose en médaille ou à Ouais. être fort le jour J. Donc j'étais déçu.
Et donc, ça a impliqué des changements. Ouais. Et là, les changements, je ne sais je sais ce que je ne veux plus, déjà. C'est très important, je pense, dans la vie de savoir ce qu'on ne veut pas. Donc je me dis que ce rythme de vie-là, je n'en peux plus. Donc mon stage à l'INSEP se termine. Je décide de m'entraîner comme je l'ai toujours fait, mettre en place les choses que j'avais pas pu faire pendant 6 mois. Donc je mets en place de la technique, je mets en place un peu de chariot, des entraînements un peu plus individualisés, de la prépa mentale, comme j'ai pu dire, beaucoup plus. Et c'est à ce moment-là en fait que la nutrition rentre en place. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé la nutrition, où j'avais fait un bilan sanguin, urinaire, etc. Et on s'est rendu compte que ça allait pas du tout. Et je change mon assiette, surtout au niveau du petit-déj. Et petit à petit, je me sens beaucoup mieux. Et c'est là où ça commence à décoller. Et je me dis, c'est possible. Et comme je disais, par contre, j'étais toujours obstiné à me dire, quoi qu'il arrive, je vais faire 46. Comme en début de saison, je m'étais dit, je vais le faire, même si je me suis raté en salle cet hiver, etc. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et, euh, et dans ton petit-déj, qu'est-ce qui change? Bah, dans mon petit déj, on va dire que j'avais encore un petit déj d'ado où je mangeais des céréales Kellogg's, etc. Ouais. Et depuis, j'ai commencé à manger des protéines le matin. J'ai commencé à boire du thé, à boire du café. J'ai dû combler mes carences en prenant un peu de compléments alimentaires sur certains aspects, donc sur le magnésium, l'oméga 3, etc. J'ai changé sur tous ces aspects-là. Et je me suis mis aussi pas au petit-déj, hein, mais je me suis mis à manger du poisson parce que j'en mangeais pas du tout avant. Ok. Et au niveau collectif, pas groupe d'entraînement, on y reviendra tout à l'heure, parce que tu as parlé justement du groupe d'entraînement qui t'avait manqué durant la période où tu étais obligé de t'entraîner tout seul à l'INSEP. Euh, c'est qui les personnes qui t'entourent, le coach mental, nutritionniste ou les kinés, c'est qui exactement? Alors je vais commencer par la coach mentale. Ouais. C'est Nathalie Favreau. Donc il faut savoir que Nathalie, c'est la fille de mon coach. Ouais. Donc elle c'est aussi une ancienne sportive de haut niveau. Donc elle sait exactement comment son père entraîne, quelle est sa vision, comment il fonctionne. Euh, et c'est quelqu'un avec qui le feeling est passé. Et qui a su me comprendre, savoir d'où je venais et trouver les mots justes aussi pour m'accompagner. Donc il y a Nathalie Favreau, que je remercie énormément, euh, Claire Razia, qui est nutritionniste. Euh, Claire, elle, son rôle, entre guillemets, c'est que je me sente bien physiquement et que je sois pas en carence, pas fatigué quand je me réveille quand je me réveille le matin. Et, euh, et voilà, son job à elle, si je puis dire, c'est ça. Et, euh, et voilà, Claire, je l'ai rencontrée via mon médecin du sport, qui me l'a recommandé. Et le feeling, il est passé. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. Voilà, tout simplement. Après, il y a au niveau entraîneur, il y a du coup Philippe Favreau, qui est mon coach. Pascal Barrier, qui l'aide à faire les plans d'entraînement, etc. Et j'ai un prépa physique qui s'appelle Sanou Traoré. Et eux, leur job à eux trois, c'est de faire en sorte que je sois prêt le jour J. C'est leur seul objectif, que je sois prêt le jour J et que je me sente bien quand je cours, etc. Donc voilà, c'est à peu près, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout le staff. J'oublie personne. Ah si, j'oublie une personne, euh, un kiné qui s'appelle Sébastien Sapeille et que j'ai mis en place en février. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est vraiment une personne, un suivi kiné que j'avais pas le temps de faire
Et là, avec mon emploi du temps et que j'ai mis en place et qui m'a beaucoup aidé sur la récup, même sur tout ce qui était déficit musculaire, et cetera, et qui a travaillé en collaboration du coup avec Sanounou, heu, pour pas que j'ai de pépins physiques, et cetera. Donc je le remercie aussi pour ça. Voilà, j'ai fait le tour de tout le monde. C'était l'instant gratitude pour le collectif qui t'entoure. Euh, ouais, la période 2000, donc tu parlais du groupe d'entraînement, parce que la période 2020-2022, c'est également la période où tu as intégré un nouveau collectif, celui de l'EACPA, et je pense principalement les coureurs qui font le 400 et le 800, en gros, si je ne me trompe pas. Donc le ACPA, c'est à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Tu peux me dire ce que tu as apporté, ce groupe d'entraînement que tu avais peut-être pas forcément, en tout cas au niveau de la densité du niveau, que tu n'avais pas dans ton club, au CAO avant. Exactement, j'avais pas cette densité-là, avant au club, et là je suis arrivé, du coup à Cergy, et j'ai découvert un groupe d'entraînement, avec des personnes en or et qui m'ont apporté de la joie à l'entraînement. Ça veut dire que je me suis remis à aimer m'entraîner, à aimer souffrir à l'entraînement, heu, à savoir pourquoi je le faisais tous les matins, et en fait se faire, le jour où tu es moins bien, et bah, tu vas avoir le copain qui va te dire, «Oh réveille-toi, il reste 3 mois avant la compète, c'est pas maintenant qu'il faut flancher, peut-être que la différence elle se fera maintenant». Et tu quelqu'un qui te motive, tu un groupe qui te motive au quotidien, et c'est ça qui m'ont apporté. Ça veut dire que la folie avant tout, un esprit d'équipe, c'est des 2 points essentiels, je pense. Et instant gratitude, je trouve que c'est important les instants de gratitude. Je te, je te donne l'occasion de les remercier. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je vais dire les mêmes mots que j'ai eus, après ma saison 2021-2022. Hem, je leur avais dit, «Désormais, ne ralentissons plus, et allons chercher ce qu'on doit chercher. On a 2 ans pour faire le job, et faut pas qu'on ait de regrets au bout». Ça, c'est les mots que je leur ai dit, hem, parce que, si moi je l'ai fait, ça aurait très bien pu être, Dylan qui réalisait des super belles perfs, et cetera. C'est un groupe d'entraînement, que j'apprécie, et c'est mes amis aujourd'hui, en fait, avant tout, et je pense que c'est super important de le dire, et donc je les remercierai jamais assez de m'avoir, bah, remis dans le droit chemin, si je puis dire, et sur le chemin de la perf, parce qu'ils ont fait partie intégrante de ça, tout simplement. Et la période 2020-2022, c'est également le changement d'entraîneur, tu l'as dit, Mmh. où tu rencontres Philippe Favreau. Rétrospectivement, tu trouves qu'il t'a apporté quoi, Philippe? Sur le niveau de Il m'a surtout apporté une nouvelle vision de l'entraînement. C'est-à-dire que, avant je faisais pas de musculation. J'ai commencé la musculation quand je suis arrivé avec Philippe. Avant, je faisais pas beaucoup de volume à l'entraînement, j'étais beaucoup sur la qualité. C'est-à-dire que je faisais pas beaucoup de kilomètres. Philippe a mis en place, une méthode où il faut quand même faire beaucoup de bornes, en préparation, et cetera. Beaucoup de Et quand même garder de la vitesse, mais avec un plan qui était très structuré. Il est très, si je puis dire, terre à terre, c'est assez factuel. Ça veut dire que, voilà, tu veux faire tel chrono, ça veut dire qu'il faut que tu passes à tel chrono aux 200 mètres, il faut que tu fasses, telle chose. Rien n'est laissé au hasard, en fait. C'est toute cette partie-là que Philippe, il m'a apporté. Ça veut dire avoir, plein de compétences, en fait, être sûr de ses compétences pour arriver confiant le jour J. C'est toutes ces choses-là que Philippe, il m'a apporté, et il m'a redonné de la confiance à l'entraînement. Et à instant gratitude, je te donne l'occasion de le remercier.
Je lui dirais merci, il le sait, heu, mais je peux pas lui dire, totalement merci parce que, comme j'ai pu le dire aux gars de mon groupe, il reste 2 ans pour faire le job et voilà, je lui dirais, un énorme, énorme, énorme merci quand on sera sur la ligne de départ en 2024. Good. Et, avant de continuer la frise chronologique qu'on a commencé tous les deux et d'aller jusqu'à à mai 2022, je voudrais qu'on parle encore de l'importance du collectif. Toi, tu trouves que c'est quoi les atouts du collectif dans ton sport, dans l'athlète? Les atouts du collectif, c'est au quotidien. Le jour le jour où tu es pas bien, tu essayes de t'accrocher derrière le groupe. Mais quand je dis, t'accrocher, c'est que, voilà, tu fais tout pour, te dire, «Ah, j'ai pas envie, qu'après, je me fasse tailler par les gars du groupe parce que, j'étais derrière en séance» et cetera. Mais le jour où je suis bien à l'entraînement, le but ça va être de leur faire mal et parce que c'est comme ça qu'on va se tirer. Donc voilà. Alors maintenant, si on reprend la frise chronologique, on avance jusqu'au 22 mai 2022. On est où le 22 mai 2022? Il se passe quoi le 22 mai 2022, Mister Simon Volpin? Je m'en souviens, le 22 mai 2022, on est à Cergy-Pontoise. C'est le jour des interclubs, donc compétition, festive qui a pour but, de rassembler les meilleurs clubs de France, sur une journée et je participe aux 400 mètres. Je me souviens ce jour-là, j'ai pour moi le pire couloir qui peut exister. Je suis au couloir 1, je me dis, «Ouais, c'est mort». Enfin, je me souviens très bien, je me dis: «C'est mort, je vais pas faire mon record» et cetera. Mais je pars quand même dans l'idée de me dire: «Je vais faire une super belle course, ça va être bien». Donc et ce jour-là, j'arrive à faire mon record et ça a été un ça a été une très belle journée, parce que quand je passe la ligne d'arrivée, il y a tous mes potes qui sont là, donc mes potes d'entraînement et je me souviens que on me dit: «Ouais, je pense que tu as fait ton record» et cetera et moi, comme ça faisait 5 ans que je l'avais pas fait, j'aurais dit: «Ouais, arrêtez de déconner et tout, vous êtes des menteurs» et cetera. De toute façon, j'étais au couloir 1 et tout, même si j'avais remporté la course, pour moi, ça l'avait pas fait et là, il y a Thomas Castillo, du coup, que je connais depuis que j'ai 3 ans, qui était là aussi, sur la piste et il me dit, «Non, non, je te promets, tu as fait ton record, et là, il me montre le chrono, sur les résultats, il me dit: «Regarde, tu as fait ton record» et en fait, je me souviens quand je vois le chrono, je fonds en larmes. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 5 ans qui s'effaçaient, quoi et je me dis, «Enfin» et là, je me suis prouvé à moi-même plutôt que prouvé aux autres et c'est à ce moment-là où j'ai compris que, bah, ouais, c'était possible et qu'au final, ce truc-là que j'avais en moi, je l'ai pas perdu, quoi. Donc c'est ça qui s'est passé le 22 mai 2022. Ouais, c'est cool, c'est très très cool. Et on est le 22 mai 2022. Une semaine se passe. Il se passe quoi une semaine après? On est où une semaine après? Une semaine après, on est à Forbach, au meeting international de Forbach, dans l'Est. Je recours un 400 mètres, je suis confiant, je me dis: «Bon, j'ai battu mon record, j'ai fait 47,11» mais comme j'ai pu le dire, durant ce podcast, mon objectif, c'était de faire 46, quoi. Donc je pars dans ces courses-là, je dis: c'est aujourd'hui ou jamais», quoi. Je me souviens les conditions, elles sont elles sont potables, il y a un peu de vent mais ça va. J'ai une très grosse course, avec des internationaux français, belges, et cetera. Donc ça me fait, je suis très content d'être là. Je me dis, «Enfin, j'arrive à avoir accès à des très grosses courses», et cetera. Il y a un peu de pression certes, mais comme je disais, je suis confiant et là, ce jour-là, je fais 46, 74 si je dis pas de bêtises.
et j'atteins mon objectif et surtout, au-delà d'avoir fait 46 et d'être super heureux, de l'avoir vécu, il y avait pas mon coach ce jour-là, c'est très important de le dire, il y avait pas mon coach ce jour-là, mais j'étais avec mes potes d'entraînement et j'ai on a pris un plaisir fou, ce jour-là à avoir, 46, à se dire que c'était possible, et cetera et surtout je me suis offert dans cette course-là 2 gros clients, si je puis dire, qui sont Thomas Jordier et Ludwig Vaillant, qui ont participé au jeu, sur, 400 m haies et sur 4 fois 400 mètres et donc là, je me dis, je suis enfin revenu dans la partie, quoi. L'histoire est en train de s'écrire. C'est ça que je me dis une semaine après. Ouais, c'est cool. Ensuite, bah, t'as fait, ouais, t'as refait différentes courses. Enfin, moi, en tout cas, d'un aspect extérieur, ce que je vois, enfin, ce que je trouve cool pour toi, en tout cas, c'est que tu arrives quand même à rester encore sous les 47. Donc, et tu te dis quoi du fait de rester justement sous les 47 Je me après dis tant d'années? que ouais, je me dis que le travail, il a payé. En fait, le travail de Philippe, que j'ai été hyper régulier sur, les entraînements, donc que ça paye. Après, faut quand je suis allé alors je crois que, une semaine après, je cours au meeting international de Troyes. Pareil, je fais, 46-71, un truc comme ça. Je me dis, voilà, je suis confiant, je cours à Cergy, il y a énormément de vent là, 3-4 jours après, je fais 46 aussi, 46,8-9 je crois. Mais à chaque fois, dans chaque course, je m'offre des gros clients au niveau, européen et cetera. Donc je me dis, «C'est possible». Je peux faire quelque chose, je vois ce qui me manque, pour aller faire 46,5 éventuellement, il y a de la régularité donc je me dis, «Ouais, pourquoi pas aller chercher une perf de pointe?» Je sais pas quand ça va tomber, mais je me dis que je suis capable d'aller faire, 46,5 par rapport à ce que je fais à l'entraînement. Moi, tout simplement, cette régularité, elle me donne de la confiance surtout. Et on arrive les championnats de France. C'est à Caen? C'est quand exactement? Je me rappelle plus. Si je dis pas de bêtises, ça devait être le 26 ou 27 juin, 2022, enfin Ouais. c'était dans ces eaux-là. Donc on est fin juin Ouais. 2022. Comment tu as vécu bah, les séries et puis comment tu as vécu la finale? J'ai vécu les séries d'une façon, assez particulière, dans le sens où c'est un peu le piège. Je me dis: «Je peux rentrer dans une finale avec les meilleurs Français». J'avais ma place au niveau du chrono, puisque j'avais le 8e temps, je crois, des engagés. Donc je me dis: faut pas que je me rate. Je suis capable, j'ai ma place». J'avais fait des très, très bonnes séances à l'entraînement. J'arrive plein de confiance. Comme je disais tout à l'heure, je pensais faire 46 avoir 46,5 dans les jambes. Je cours les séries, heu, je fais 46-48. Je finis deuxième, je crois au centième ou au centième près. J'étais confiant, je fais renouveau record. Et j'étais dans l'euphorie. C'est-à-dire vraiment j'étais, quand je passe la ligne d'arrivée, j'étais en transe quoi. Je me suis dit, pour moi j'avais fait mon temps de la saison, tout simplement. Donc, j'étais super content, je repars à l'hôtel, enfin je fais ma récup, kiné, je repars à l'hôtel. Et je me dis: «On verra bien demain. On va prendre du plaisir demain, on va courir avec les 8 meilleurs français, tout est possible». Et on arrive le lendemain. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le lendemain, je suis pas bien. Le lendemain, je suis vraiment pas bien, je m'en souviens au petit déj, je vais voir mon coach. Et je lui dis, «Écoute, je veux pas aujourd'hui». Je lui dis ça, je lui dis: «Aujourd'hui, j'ai pas les jambes, quoi. Je peux rien faire». Il me dit: «Mais non, c'est dans la tête, et cetera, tu le rythme de la course d'hier, tu vas voir, ça va bien se passer et tout». J'ai une visio avec ma prépa mentale, que je lui dis: «Ouais, aujourd'hui, je suis cramé, je pourrais pas le faire, quoi». Elle me dit: «Mais souviens» et là, elle me redit: «Souviens-toi, tout le travail que tu as fait, tes objectifs» et elle me dit: «Pense à une chose, c'est, de prendre du plaisir avant tout». Ce que j'avais pas avant et ce que j'ai retrouvé au fur et à mesure de la saison et donc en fait, j'y vais comme un gamin,
où je me dis, bah, tout est possible, quoi. Et on va courir cette course et on va voir ce qui se passe. Et Arrive l'échauffement, je fais l'échauffement, comme l'échauffement classique comme d'habitude et je fais une seule accélération en pointe, je m'en souviens et là mon coach il me dit, donc Philippe il me dit: «Ouais», il y avait Philippe, il y avait Thomas aussi du coup qui était là, qui me connaît depuis très longtemps et il y avait, Corentin qui était là aussi à l'échauffement et ils me disent: «Ouais, c'est bon, fais qu'une seule accel, ça suffit», et j'en fais qu'une seule et je me suis dit: «Ah ouais, j'ai des jambes de feu». Et je me suis dit: «J'ai des jambes de feu» et là, en fait, je suis parti et j'étais en transe et je me souviens, quand on fait le check avant que je rentre dans la chambre d'appel, je leur dis: «Les gars, aujourd'hui, je peux gagner» et je leur dis ça et vraiment, en plus, j'étais sérieux alors que ouais, 5-6 heures avant, je leur disais: «Ouais, ça va pas être possible», mais l'échauffement m'avait donné confiance, ils avaient su me redonner confiance, d'où l'importance, du collectif. Ils avaient su trouver les mots justes et moi, je leur dis, «Ouais les gars, je pense que je peux gagner aujourd'hui» et ensuite, arrive la course et dans les 250 premiers mètres, je me fais, je me fais allumer. Clairement, je me fais allumer, je vois, Thomas Jordier, qui passe à côté de moi, mais comme une balle et je me dis: «Mais je vais pas pouvoir suivre là», et au final, en fait, ma force, ça a été les 120 derniers, quoi. Les 120 derniers mètres, je reviens, avec Théo Randan qui était aussi là, on était au coude à coude et au final, Thomas gagne la course en 45, 71 si je dis pas de bêtises et derrière avec, Théo fait, 45-99, je fais 46-01 et je fais 3e aux France. Je passe la ligne et je me souviens, je mets les mains sur mon crâne parce que je me dis, c'est un truc de fou en fait. Là, je suis passé de galérer à courir en 48, 49 et cetera et là je passe, podium championnat de France, je fais 3e français et j'ai tapé des très gros clients, des personnes qui ont fait les jeux et tout, et donc je vois mon chrono sur, le panneau géant et et là je me mets à hurler dans tout le stade en fait. Mais vraiment un cri qui prend aux tripes quoi et comme s'il y avait, 5 ans de galère qui s'effacent quoi et j'ai pas pleuré ce jour-là, enfin du moins pas tout de suite, mais juste avant de monter sur le podium, c'est là où ouais, c les émotions et tout a commencé à monter quoi. et alors moi j'ai une image, je revois les photos de toi sur le podium. À un moment, tu fais un espèce de signe «Allô» et tout. C'est donc moi, je sais pas ce que ça veut dire. Tu peux nous en dire plus? Parce que tu l'as souvent réutilisé aussi sur les réseaux et tout. Ouais, je l'ai alors déjà, en fait, il faut savoir que ce signe, je l'avais fait dès les séries. Je l'avais fait dès les séries parce que j'avais dit à mon frère, quand on jouait à FIFA et cetera, je lui dis, Ah, ah ça, c'est pas mal parce que c'est Siri qui se c'est réveille. Siri, C'est ouais, pas mal. De Apple, désolé. Mais j'avais dit à mon frère quand on jouait à FIFA: «Ouais, je fais souvent ce signe-là quand je le bats, ou quand je marque un but». Heu un peu, pour lui dire, «Allô, tu où? Réveille-toi», et cetera et du coup, en fait, instinctivement, j'ai fait ce signe-là, quand j'ai passé la ligne d'arrivée dès les séries et ensuite après, du coup, je l'ai refait en finale, pour dire à mon groupe de et je l'avais dit à mon groupe d'entraînement, j'ai dit: «Je le referai le lendemain» parce que, c'était un peu, «Allô, est-ce que vous me recevez?» J'ai fait 46-0, j'ai fait 3e aux France, et cetera et après je l'ai réutilisé sur les réseaux, pour tout ce qui m'est arrivé, sur la suite, quoi. Donc tu finis troisième, Mmh. tu abaisses à 46,01. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, peut-être, je sais plus, parce qu'on a
comme je te connais un petit peu maintenant, on en a déjà parlé. Et je me rappelle plus si c'est le jour même, le dimanche ou le lundi, mais voilà, qu'est-ce qui se passe de bon encore comme nouvelle? Alors c'est le alors là, je crois que la finale, ça a lieu le dimanche. Le lendemain, donc on est lundi, 15h. Thomas Jordier, du coup, qui gagne la finale, m'écrit un texto et il me dit tu vas au championnat du monde. Euh, je lui dis arrête tes conneries et tout, etc. et tout. Il m'a dit attends de voir et tout, mais franchement, il y a moyen que ça se fasse, etc. Moi, je dis bon, ok, on verra et tout. Voilà, moi, de toute façon, j'avais déjà atteint mon objectif. J'étais déjà en l'euphorie du week-end et tout. Je passe la nuit, etc. Le lendemain, on était mardi. Hmm, juste après le déjeuner, j'ai dit à ma mère, bon, je vais faire les courses, etc. Et là, je commence à fermer la porte de mon immeuble. Et là, je reçois un appel, numéro inconnu et tout. Tu décroches Je pas, dis numéro bizarre. inconnu. Si, je décroche. Je décroche. Et là, ça fait, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Ça fait allô Simon, c'est Jamel de la Fédé. J'espère que tu vas bien. Je dis oui. Il me dit est-ce que t'as un passeport à jour? Je lui dis ouais, j'ai un passeport à jour et tout. Il me dit ok, tu pars au championnat du monde la semaine prochaine et au championnat d'Europe après à Munich. Euh, Ne dis rien pour l'instant. Ça sortira ça sortira dans les jours qui suivent. Tu verras si tout se passe bien, etc. Voilà. Là, donc là, il raccroche. Je m'assois dans mes, je m'assois dans mes escaliers. Je vais pas faire les courses. Je remonte chez moi. Je dis à ma mère, là, tu sais pas ce qui s'est passé et tout. Alors que je devais rien dire, hein. Je lui dis, tu sais pas ce qui s'est passé et tout. Un truc de fou. Apparemment, je pars au championnat du monde la semaine prochaine, etc. Ma mère, elle me dit, elle en croyait pas. Enfin, elle y croyait pas, quoi. Elle me dit, non, mais arrête tes conneries et tout. J'ai dit, non, si, je te jure et tout. J'ai dit, tu verras dans 2 jours. J'ai posé le caddie des courses et je lui ai dit, écoute, je vais marcher un peu. Et je suis parti pendant 1 heure, j'ai marché. Et voilà, pendant 1 heure, je me suis dit, c'est un truc de malade ce qui se passe là. Et, après, j'ai dit, mais c'est un truc de fou quoi. Et donc, et je me souviens, je l'ai dit que à ma mère en fait. Et j'avais dit à ma copine aussi. Et voilà, c'est tout. C'est les seules personnes à qui je l'ai dit. Et mon coach, bien sûr, aussi, je lui ai dit. Et 2 jours après, vient l'annonce officielle, etc. Et moi, de toute façon, je voulais pas y croire tant que j'avais pas. Pour moi, c'était pas réalisable tant que j'avais pas les. Tant qu'il n'y avait pas mon nom sur la feuille de sélection et que ça n'avait pas été dit en conférence de presse, etc. Et ça a été un truc de fou, quoi. De se dire. Donc là, moi, si on m'avait dit 3 4 ans avant que j'allais réussir à revenir, à me prouver à moi-même, prouver aux autres et arriver à faire 46-0, etc. Ou même tout simplement sur l'été à la plage, quand j'ai dit ouais, moi mon objectif c'est juste de faire sous les 47, et là on me dit ouais, tu vas aller courir avec les meilleurs du monde et après tu vas enchaîner avec les Europes. J'aurais dit mais t'es fou. Comme quoi, tout est possible. Et donc là, intégration d'un nouveau collectif à l'échelon enfin, national ou international, puisque tu vas participer aux mondiaux à Eugene Mm. en juillet et aux Europes à Munich en août. Euh, Qu'est-ce que ça te fait faire partie d'un collectif avec un objectif collectif aussi, médiatisé en plus?
comme c'est sur le relais, il y a un objectif collectif, un objectif d'équipe, comme si on était un peu une équipe de foot. Moi, j'aime bien, j'apprécie. En plus de ça, ça a double pression. Ça veut dire qu'il y a un peu moins de pression, je pense, que si on était en individuel et que tout reposait sur nous. Mais il y a la pression du collectif. Ça veut dire, moi, je vais tout faire pour mettre dans les meilleures conditions possibles mon collègue ou mon camarade de relais. Et lui, ça va être pareil. Mais du coup, il va avoir la pression parce qu'il n'a pas envie il a pas envie de se rater, quoi. Il va donner le maximum comme dans une entreprise ou dans un travail au quotidien. C'est-à-dire qu'on dépend des autres, donc il faut faire son job, tout simplement. Et donc on est à Eugene pendant les mondiaux. Si tu pouvais partager en tout cas trois choses qui t'ont marqué ou enrichi durant ces mondiaux. Durant cette... Ouais, je peux dire des choses. La première chose que je vais te dire, c'est se retrouver pendant presque 3 semaines, parce qu'il y avait un stage de préparation avant pour s'habituer au décalage horaire qui était de 9 heures, etc. Et donc côtoyer en fait les meilleurs athlètes français, que ça soit Kevin Mayer, que ça soit Jimmy Vico, Benjamin Robert, etc. Vraiment des pointures et se dire, purée, je suis assis à côté d'eux, je fais les mêmes choses, je fais les mêmes choses qu'eux, etc. Ou même être avec un Thomas Jordier, que moi j'ai encore un dossard de Thomas Jordier à l'époque, dédicacé par lui, etc. Et je vais courir avec lui. Et donc ça m'a vraiment marqué. Le dialogue, ça m'a donné confiance. J'ai pu échanger énormément sur l'entraînement, sur la vision des choses, comment gérer une compétition, gérer son stress, gérer ses émotions. Et je retiendrai encore aussi une chose, c'est que tout est possible. J'étais allé là-bas pour prendre de l'expérience. Normalement, j'étais allé aux États-Unis, je devais pas courir là-bas, je devais courir à Munich. Sauf qu'il y en a qui se sont blessés, malheureusement. Et on me dit 10 minutes avant la course, Simon, c'est toi qui vas courir. Donc là, je peux vous dire, quand vous savez depuis 4 jours que vous courez pas et que on vous dit 10 minutes avant la course, même si vous êtes échauffé avec les autres, que c'est vous qui allez courir dans un stade plein à craquer avec les meilleurs du monde. Faut savoir gérer ses émotions, y aller et garder la tête froide, quoi. Donc, je retiens aussi ça, en fait. Vraiment, la gestion du stress, la gestion de ses émotions. Et tu aurais une phrase ou un conseil d'un autre sportif qui t'a été partagé, qui t'a marqué? Plusieurs choses, parce que j'ai discuté avec énormément de sportifs, énormément de sportifs là-bas. Mais celui qui m'a le plus marqué, en fait, c'est Thomas Jordier, qui était le capitaine de notre collectif, parce qu'il a énormément d'expérience. C'est un des athlètes en équipe de France qui est plus capé. Je crois il a 25, 26 sélections, même peut-être plus. Et lui a dit une chose, c'est que les autres, les Américains, les Jamaïcains, etc., ils avaient rien de plus que nous. Euh, Ils ont deux bras, deux jambes et qu'on est aussi capable de faire des grandes choses et que la seule chose qui allait dépendre, c'est comment on allait courir intelligemment et gérer nos émotions. Et ces mots, ils résonnent toujours dans ma tête. Il dit, la performance, c'est pas faire les entraînements, y aller tous les jours, bien s'entourer, etc. Il dit, c'est quand ça va pas, comment tu vas faire pour gérer tes émotions et arriver au top le jour J, parce qu'au final, vous êtes sur la même ligne de départ. Donc voilà, c'est ces mots-là qui resteront gravés à jamais, je pense en moi, du moins sur ma carrière d'athlète. Hmm. Donc, Eugene, c'était en juillet, donc vous faites combien vous êtes en finale et vous terminez On fait septième. septième? On fait septième, donc le contrat a été rempli. L'objectif, c'était que le collectif soit dans les 8. Donc on fait septième. On se dit que c'est bon, le contrat est rempli. Le chrono est
pas mauvais, mais pas non plus ouf. Mais après, faut savoir qu'on est une équipe qui était super jeune. À part Thomas, le reste, on avait tous moins de 24 ans. Donc, Parce que Thomas, lui, il a quel âge? Thomas, il a 28 ans. Ok. Il a 28 ans, donc on est vraiment sur un collectif qui est jeune. On a de l'espoir par rapport à 2024, etc. Donc, c'était ça qui a primé. Donc, Prendre de l'expérience. juillet se termine. Mm. Août, encore un. L'été n'est pas fini pour Mister Boypa. Il faut se rendre donc aux Europes à Munich. Mm. Durant ces Europes à Munich, même question. Quelles sont les trois choses qui t'ont marqué? Ou en tout cas, les Le, choses qui t'ont marqué. les choses qui m'ont marqué, ça a été. J'avais l'expérience des mondiaux. Du coup, j'avais un peu moins d'appréhension par rapport au stade, par rapport à la gestion du décalage horaire, etc. Vu que Munich, c'est pas très loin de la Ouais. France, je me dis ça va aller. Mais il y avait une pression supplémentaire dans le sens où fallait qu'on rapporte des médailles, que l'équipe de France rapporte des médailles, etc. J'avais eu du mal à revenir de Gênes, à refaire des séances correctes. Mais je retombais à un bon pic de forme au bon moment. Donc je me dis que ça va bien se passer. Après, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait vraiment une envie dans le collectif et on était porté et que l'objectif, c'était de ramener une médaille pour le collectif. Avant toute chose, c'était ça l'objectif. Et quand on voit Thomas qui fait son record, qui arrive à rentrer en finale en individuel, on se dit ouais, bah c'est possible, tout simplement. Donc ça m'a vraiment marqué, ouais. Et pareil, est-ce que tu as eu enfin, l'occasion en tout cas de recevoir durant les Europes de Munich un conseil ou d'un autre sportif ou d'une personne en tout cas qui t'a apporté ou qui t'a marqué? Ouais, de rester concentré sur moi, parce que l'athlète reste un sport individuel, même si on est en relais, etc. Ça reste une course, on va dire. Au bout d'un moment, t'es forcément tout seul dans ta course. Donc, c'était Camille Seri sur 400 mètres haies qui m'a dit ouais, mais garde confiance, parce qu'à un moment, je commençais un petit peu à douter dans le sens où, un peu syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite vraiment d'être là, et cetera et tout. Elle me dit: «Mais si tu là, c'est que tu as ta place, et cetera», et elle a su trouver les mots justes, en tout cas en discutant, parce qu'on discute énormément et elle avait aussi beaucoup de pression avant sa demi-finale et ses séries. Et voilà, donc on a su tous trouver les mots justes. Donc il y a un collectif relais, mais il y a aussi un collectif France avec des personnes extérieures qui savent trouver les mots justes aussi parfois pour nous remettre dans le droit chemin, si je puis dire. Et donc, comment ils se terminent ces Europes de Munich pour le collectif du 4x400 mètres français? On fait une médaille, troisième, donc super, objectif rempli, un très beau chrono en plus qui fait en finale de 59. On se dit tous les voyants sont au vert, là, on rapporte une médaille, donc tout est très bien. L'objectif est rempli. On a pris de l'expérience et voilà, par rapport à 2024, on sait que ça sera des moments qui sont importants. C'est bien de dire quand on perd, on apprend, mais c'est aussi bien parfois d'avoir des victoires pour montrer que le travail fonctionne. Cool, cool, cool. On est en. Ah, on est en septembre. Non, on n'est pas en septembre, on est en octobre. Donc, bah, déjà, félicitations pour. Bah, moi, je suis très content parce que je te connais depuis pas mal d'années. Je suis vraiment content de te voir progresser. Enfin, de progresser, en tout cas, que ton travail ait été récompensé là ces derniers mois. Parce que c'est vrai que voilà, la vie d'un athlète, en tout cas, les temps d'un athlète, c'est en dents de scie. Et là, c'est vachement bien récompensé. Là, on est en octobre. Si on revient en septembre, c'était quoi maintenant tes nouveaux objectifs de septembre?
il y a des objectifs, dont le premier, on va dire, c'est sur l'hiver. Mon objectif, ça va être de gagner en vitesse. Parce que c'est là mon gros point faible. Donc cet hiver, je compte faire du 200 mètres en priorité. Peut-être que je ferai une sortie sur 400 mètres, mais franchement, c'est même pas du tout prévu. Même si je dois sauter les championnats de France en salle, etc., c'est la préparation qui compte. J'ai envie d'être très fort cet été, de faire sous les 45-50 cet été, de faire des très gros chronos, d'être régulier, de confirmer ma place en équipe de France, etc. Mais sans une énorme préparation, ça pourra pas le faire. Donc pour moi, l'objectif principal, du moins là, jusqu'à février-mars, c'est de me préparer. Et ensuite sur l'été, ça va être de monter sur un podium au championnat de France élite et derrière participer au championnat du monde. Il y a pas de, tout est possible. Donc c'est ça les objectifs en septembre. Et est-ce que toi, je me posais aussi la question, voilà, l'athlétisme, en tout cas, c'est pas un sport qui est peut-être aussi médiatisé que le foot. Toi, tu cherches, en tant que sportif de haut niveau, tu cherches des partenaires pour t'accompagner justement dans tes objectifs moyens et long terme, comme par exemple Paris 2024, les Jeux de Paris 2024 qui sont dans 2 ans. Ouais, je cherche des partenaires. Après, pour moi, c'est important d'avoir des partenaires qui ont du sens. Ça veut dire que une relation où ils s'identifient à moi, à mon parcours, et et que moi je puisse leur apporter quelque chose, une vision, etc. Leur apporter par exemple un savoir-faire par rapport à mes expériences, par rapport, je sais pas, à la gestion du stress, comment organiser son quotidien, etc. Ça peut être sur différents thèmes. Donc oui, je suis à la recherche, mais pour moi, il faut que les partenariats aient du sens en tout cas. Ok. Et donc, on est en octobre 2022. Si le Simon d'octobre 2022 rencontrait le Simon de septembre 2029, ce serait quoi ses conseils? Hem, Si je rencontrais le Simon de 2019 ou même de 2018, je lui di je lui dirais que continue de travailler tous les jours pour te rapprocher de ton objectif. Parce qu'après, il peut y avoir des tempêtes, ça peut très mal se passer, mais dans ces tempêtes-là, continue de travailler parce que demain, il fera jour et le jour, où il fait jour, bah, tu seras très content de pas avoir abandonné. Donc c'est surtout ça que je lui dirais, en fait, de travailler, 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 travailler et que même quand tu penses que tu as assez travaillé, pose-toi la question à l'instant T de: «Est-ce que c'est assez?» Parce que, il y a aussi ça qui est important, c'est que c'est pas arrivé tout seul. J'ai bossé, quoi. Donc c'est ça que je lui et j'ai bossé beaucoup plus qu'avant. Donc c'est ça que je dirais, au Simon de 2019. Très bien. Et ah oui, alors un petit, j'ai donc je t'ai suivi en juillet à Eugene et en août à Munich. Donc je crois que j'ai pu regarder quand même en direct là. Je crois que c'était les séries à Munich. Et donc j'entendais Stéphane Diagana, donc à un moment qui parlait de ton temps en 2017 et que après bah, t'es revenu juste cette année par rapport à tes temps. Et il disait Simon boit pas et non pas boit pas. Donc voilà. Donc ça t'arrivait souvent ça de le bois pas au lieu du boy pas? Ouais, ça arrive souvent parce que c'est pas forcément, hyper intuitif, de le prononcer Boypa. Mais oui, de toute façon, Stéphane, on a eu l'occasion de se croiser après, après la course aux Europes, et cetera. Donc on a pu échanger et donc maintenant il est au courant que ça se prononce Boypa. Cool. Donc boy pas B-O-Y en plus. Donc c'est assez cool. Et ben
l'entretien, en tout cas, arrive à sa fin et j'ai envie que cette fin, ça soit un instant de partage, euh, ou en tout cas, tu as envie de mettre en valeur des choses ou de partager des choses avec ceux qui nous écoutent, que tu mettes en valeur soit des initiatives, des personnes, une série, un documentaire que tu as kiffé. Si tu avais deux, trois suggestions, ce serait lesquelles? Je leur dirais, déjà, je veux vraiment te remercier du coup tout mon staff, mettre tout en avant le travail qui est fait à Cergy, parce que c'est un club qui forme ses athlètes de A à Z et genre, je ferais un gros big up à Philippe parce que c'est quelqu'un qui a 71 ans, qui a la retraite, qui est président du club, qui entraîne des athlètes bah, comme moi en équipe de France, il en a plusieurs, etc. Il a vraiment une vision et c'est un leader. C'est quelqu'un qui est hyper inspirant de par son parcours. Et donc ça, c'est la première personne à qui je voudrais, et le club à qui je voudrais passer un gros big up. Et après, derrière, bah, toutes les personnes que j'ai pu citer dans le podcast, donc je referai pas la Ouais, liste, sinon ça sera un petit peu long. Et ensuite, je vous recommanderais le livre de Pierre David. Je pense qui est vraiment plutôt pas mal sur que vous soyez entrepreneur ou sportif. Le titre du livre, c'est sur la dépolarisation, nouveau dopage légalisé. Il me semble, si je dis pas de bêtises, le titre, ça doit être ça, où il délivre du coup les secrets de la dépolarisation et une nouvelle vision de la prépa mentale aussi. C'est un livre qui est très intéressant, que vous pouvez retrouver partout, sur toutes les grandes surfaces ou sur Amazon. ok. Donc voilà, ça c'était les seules choses. Et après, à mon groupe d'entraînement et voilà. Merci, moi. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de partager? Moi, je vais partager un. Si, j'avais partagé une initiative qui a été mise en place justement par la fille de Philippe Favreau, d'ailleurs, bah, ta coach mentale, Mhm. Nathalie. Elle a mis en place une initiative, je pense, qui est parrainée par Rudy Mollard, qui est un cycliste français. Et donc, pour mettre en place, pour créer, pour construire une école de cyclisme, une école de formation au cyclisme à Iten, au Kenya. Et donc, pour cela, elle a mis en place une cagnotte, on va dire, sur Hello Asso. Et donc, on peut appeler au don. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'en contrepartie, les personnes qui vont donner des dons en fonction du montant vont pouvoir acquérir des tenues de cyclisme qui sont assez stylées. Moi, j'ai participé deux fois pour justement acquérir ces tenues de cyclisme qui sont assez stylées. Donc c'est très sympa. Et puis en plus, bah voilà, le don que vous faites est reversé intégralement pour la construction de cette piste. Et en plus, c'est déductible des impôts. Donc comme les fêtes arrivent, si vous voulez vous faire plaisir et avoir des belles tenues pour vos prochaines sorties, je vous conseille vraiment, on mettra le lien à la fin. Et puis également, je voudrais aussi mettre en avant, bah, pour ceux en tout cas qui veulent faire pratiquer la course à pied, peut-être pas au niveau, en tout cas que vous soyez au niveau de Frédéric Flech, c'est-à-dire départemental 7, ou au niveau de Simon Boypa, national 1, c'est ça, hein. Exactement. Bah, n'hésitez pas à vous inscrire dans les clubs, hein. Il y a beaucoup de clubs, bah, on l'a cité, le ACPA, qui est un des meilleurs clubs de France, donc à Cergy-Pontoise, parce que je crois que justement durant les interclubs, là vous êtes monté pour l'année prochaine dans le haut du tableau, dans le gratin. C'est exactement, on est monté en élite A et le but, je pense, ça va être de faire un podium cette année, hein. Ouais. Si on est ambitieux, les choses se passent bien, tout le monde va progresser, donc on est assez confiant. Donc ouais, n'hésitez pas. Et puis il y a aussi dans les Yvelines, moi où je suis localisé, il y a pas mal de clubs sympas comme bah, le club de Houille, où, euh, où est licencié ton kiné Sébastien Sapé. Il y a aussi le VO2 où j'étais l'année dernière, Rive de Seine, où il y a plein de personnes dynamiques donc, qui s'entraînent à Andrézy. Il y a Andrézy et puis il y a également le club des foulées de Saint-Germain. Donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui sont sur Marly, il n'y a pas de club, mais il y a en tout cas un groupe qui s'appelle Marly va courir qui est sur Facebook avec beaucoup de personnes qui sont passionnées et pour faire des sorties dans les environs, il y a avec la forêt de Marly ou même la piste de Marly. N'hésitez pas aussi à rejoindre ces groupes. Eh ben, Mister Simon Boypa, encore un grand merci pour. Bah, merci à toi et
Bah, j'espère à très vite. Ouais, et encore une très bonne année, une très bonne saison d'athlète pour toi. Bah, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Le super moment que j'ai passé avec Mister Simon Boypa ne fait que confirmer une de mes convictions. C'est l'importance du collectif pour faire progresser les individualités et vice-versa. Et c'est justement les collectifs et les individualités qui font appel à Yapluka. Car chez Yapluka, on accompagne les groupes et les entreprises qui souhaitent faire appel à l'intelligence collective de leurs collaborateurs. Et pour cela, on facilite différents types d'événements, comme des rencontres multi-acteurs, des kick-off projets, des hackathons, des journées d'innovation, et également des sessions autour de la gouvernance ou des modes de fonctionnement en entreprise. On va également aider les individualités de ces collectifs à atteindre leurs objectifs personnels en leur proposant des formations très transverses, telles que la formation à la prise de parole en public et au storytelling, la formation pour développer ses soft skills, les formations sur la facilitation et la facilitation graphique, et last but not least, une formation autour de l'innovation et de l'intrapreneuriat. Alors si vous souhaitez donner un nouvel élan à vos collectifs et à vos collaborateurs, n'hésitez pas à faire appel à nous.